le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques s'est penché dernièrement sur une éventuelle révision du code électoral avant les élections sénatoriales attendues dans les prochains jours. Depuis 2019, le Togo est entré dans la phase opérationnelle de sa politique de décentralisation avec les élections municipales abandonnées depuis 1987. Il a connu ses premières élections régionales le 29 avril dernier, couplées avec les législatives. Dans ses préparatifs pour accueillir ces toutes premières élections sénatoriales, le cadre de concertation des partis politiques a jugé nécessaire de faire une mise à jour du code électoral actuel. Cette mise à jour, selon le CPC, permettra de repréciser certains points du code électoral et d'adapter celui-ci aux exigences actuelles afin de répondre aux besoins nouveaux. Quant à la commission en charge des élections CENI, elle continuera toutefois sa mission, mais le cadre n'exclut pas une possibilité pour les partis politiques de remplacer ou de changer leurs représentants. Le gouvernement actuel, avec ses institutions présentes, travaille à la mise en place effective de toutes les institutions consacrées par la Constitution de la Ve République. Selon le ministre Awateho Dabalo de l'administration territoriale, le Togo entrera de plein pied dans la Ve République à partir de mai 2025. Selon le rapport du Global Cybersecurity Index (GCI) en 2024, publié par l'Union internationale des télécommunications UIT, le Togo se positionne dans le top 10 des pays africains en matière de cybersécurité. En effet, le Togo a fait des progrès sur le plan de la cybersécurité, car selon le rapport, le pays a obtenu un total de 88,8 points lors des évaluations qui sont à la base de ce classement, ce qui n'est pas le cas des évaluations antérieures où le Togo a eu un total de 33 points. La Global Cybersecurity Index a évalué le pays sur plusieurs points, à l'instar des mesures légales, techniques, organisationnelles, le développement des capacités et la coopération. Suite à tout ceci, le pays se met au rang de plusieurs pays qui, en matière de cybersécurité, ont de bonnes places, comme la Suisse, le Canada et autres. Selon le ministère en charge de la digitalisation, cette avancée est une chose qu'on doit à une stratégie qui a vu le jour suite à la collaboration de deux institutions de cybersécurité qui sont l'Agence nationale de la cybersécurité ANTI et la Cyberdéfense Africa, CDA. Ceci est aussi le fruit de la digitalisation des institutions de l'État qui est en progression. Rappelons que l'ambition du gouvernement est de faire du pays l'un des leaders régionaux en matière de cybersécurité. Les festivités de l'édition 2024 de la célébration traditionnelle Bakatoué Anezan de la communauté Adigo et ses alliés ont pris fin le week-end dernier à Aného. Bakatoué Anezan, fête de retrouvailles des Fanti, Mina, Ané, Adigo, vivant au Togo et ailleurs, intervient pour se remémorer l'exode de leurs ancêtres du Ghana vers le site actuel qui est la ville d'Aného ou la case des Ané. Nous sommes ici enracinés dans cette terre d'Aného, porteurs d'une histoire et d'une richesse inestimable, héritée de nos pères fondateurs, bâtisseurs de cette cité emblématique. Le thème de cette année à Aného, symbole d'une intégration multi-ethnique, une richesse instaurée par les bons fondateurs, est une invitation à revisiter notre histoire, à contempler l'héritage légué par nos prédécesseurs. Ce symbole d'intégration que représente notre ville d'Aného et dont a si bien parlé M. le maire tout à l'heure, n'est pas un fruit du hasard. Il s'agit d'une œuvre bâtie sur du roc et pendant des millénaires. Bakatoué Anezan 2024 nous invite à faire table rase de ce qui nous divise pour nous tourner résolument vers l'avenir. Ceci requiert un effort de tous pour accompagner Sa Majesté Nana Ané Oyiniko Kwame Dessou 15, qui ne ménage aucun effort pour donner forme à cette union sacrée tant recherchée. Vive le peuple Guinmina et allié, vive le Togo.
À travers Bakatoué Anezan, l'occasion s'offre également pour la communauté adigoé alliée de rendre grâce à Dieu et aux mannes des ancêtres pour leurs bienfaits et leur protection durant une année. Aussi une occasion de raffermissement et de renforcement des liens de fraternité, d'unité, d'entente et de cohésion sociale. Ces valeurs de paix et d'entente mutuelle dont toutes les communautés de notre cher pays, le Togo, ont besoin, méritent d'être inculquées aux générations actuelles et futures, comme nous le recommande bien sûr au quotidien le chef de l'État, son Excellence M. Faure Issa-Zimene Gnassingbé. C'est ce qui ressort fondamentalement d'ailleurs de la déclinaison du thème de cette 7e édition de la fête Bakatoué Anezan. Pour le Togolais lambda, la ville d'Anéron est uniquement constituée de populations venues des Mina, c'est-à-dire des Mina. Votre thème fait un précieux rappel de l'histoire. Ainsi, nous apprenons qu'en dehors des Fonti d'Elmina, de Wineba, d'Anomabo et de Cape Coast, d'autres ethnies sont venues d'ailleurs autres que du Ghana pour participer à la viabilisation de la cité naissante appelée Anéron. Vive Bakatoué Anezan 2024, vive la culture togolaise. Bonne fête à nous tous, je vous remercie. L'édition de cette année, placée sous le thème Anéro, symbole d'une intégration multiethnique, une richesse instaurée par les pères fondateurs, retrace l'histoire de la fondation de la ville d'Anéro. Selon les organisateurs, la célébration de Bakatoué Anezan, propre au groupe Fanti Ané Mina Adigo, ne remplace pas la fête traditionnelle Epekbe, mais s'intègre plutôt dans les rites annuels du Nouvel An au sein de la communauté Guinmina, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de la région. Pour rappel, le trône royal adigoé allié est le trône fondateur de la ville d'Anéro au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui par la suite sera également le trône fondateur des trônes d'Agoé Adigo et d'Agbodrafo. Au Ghana, le parti d'opposition, le Congrès démocratique national, NDC, est descendu dans la rue aux côtés de groupes de la société civile pour exiger un audit judiciaire des listes électorales. Le NDC affirme que près de 300 000 anomalies ont été découvertes. Cet audit indépendant, nous disons que le programme de développement des Nations Unies doit les faciliter. Est-ce trop difficile? C'est difficile parce que la Commission européenne a quelque chose à cacher. Le président national du NDC, Johnson Assiedu Nketia, a rallié la foule, soulignant la nécessité d'une action urgente et d'un audit approfondi du processus électoral pour éviter un recul démocratique. Si vous avez la prétention d'être pacifiste et que vous cautionnez les mauvaises actions, vous êtes en fait celui qui couvre les conflits de ce pays. C'est pourquoi nous sommes prêts à lutter contre tout élément susceptible de perturber notre démocratie. La manifestation Enough is Enough s'est déroulée dans les 16 régions, soulignant le mécontentement général face au refus de la commission électorale de répondre aux préoccupations concernant les irrégularités, notamment la suppression et le déplacement illégaux de noms d'électeurs. Au siège de la commission électorale, le vice-président Samuel Tété a accepté la pétition, promettant d'examiner les préoccupations et de fournir une réponse officielle. And transparent elections. Dans une vidéo, un homme tire à l'arme automatique dans le salon présidentiel de l'aéroport. Dans une autre, un combattant met le feu à un avion officiel sur le tarmac. Les images apparues sur les réseaux sociaux en fin de journée ne sont pas authentifiées, mais il s'agit bien de l'aéroport de Bamako, la capitale malienne. Celle-ci a connu une attaque inédite ce mardi dès l'aube, une attaque revendiquée par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda.
Le déroulé de la journée reste confus. L'école de la gendarmerie a d'abord été attaquée. Celle-ci se trouve à Faladié, dans la banlieue de Bamako. Les tirs se font entendre dans toute la ville. Cette information qui vient de nous parvenir. Un peu plus tard, la télévision diffuse un flash spécial. Le chef d'état-major y prononce des paroles rassurantes. Je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. L'aéroport de Bamako est situé non loin de là. Il jouxte des installations militaires. Une source rapportée par l'AFP fait état de l'usage de lance-roquettes par les assaillants. En fin de journée, un communiqué du ministre des Transports affirme que les restrictions de circulation sont levées autour de cette infrastructure. Un bilan diffusé par l'état-major parle de quelques pertes en vies humaines, dont des élèves gendarmes et de blessés, sans plus de précision. Certaines images montrent des corps calcinés. Une certitude demeure, des hommes armés sont parvenus à attaquer des institutions au cœur de la capitale malienne. Un coup dur pour l'image des militaires au pouvoir. Leur coup d'État en 2020 s'était fait au nom du rétablissement de la sécurité dans le pays. Avant même de pénétrer en classe, de pouvoir enfin saluer des camarades qu'ils n'ont pas vus depuis plus de 2 mois et la longue pause estivale, il y a un passage obligé pour tous ces élèves dans cette école secondaire de la commune de Mukaza, à Bujumbura. Le lavage des mains. Les encadrants veillent. La peur de cette épidémie est bien là, mais on s'est préparé. Vous voyez, même si nos élèves sont externes, après les grandes vacances, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'embrasser pour se saluer. Mais nous leur avons donné des orientations. Il y a des kits de lavage. Nous leur avons demandé de garder une distance physique, de ne pas se toucher, comme l'État nous l'a recommandé. Des gestes barrières nécessaires pour enrayer la progression du virus Mpox, mais qu'il est parfois difficile à mettre en place à cause des coupures d'eau ou de la jeunesse de ces adolescents qui ne prennent pas toujours la maladie au sérieux. Certains n'y croient pas à cette épidémie, mais moi j'ai déjà vu une personne qui souffrait du Mpox et ça fait peur. J'ai vu des boutons sur son corps. Il souffrait beaucoup. J'ai eu peur et je n'ai pas pu rester tout près de lui. Alors, dans ma classe, j'ai essayé de sensibiliser les autres en leur disant qu'il ne faut pas trop s'étreindre, qu'il faut respecter la distanciation physique. Autre école, même quartier et même tranche d'âge pour ces élèves qui, eux, sont internes. La promiscuité, l'intimité entre eux sont plus fortes. Alors la direction de l'école tente de limiter les contacts avec le monde extérieur. À l'internat, nous avons donné un message à ces élèves de ne pas se saluer. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises, comme quoi les matières scolaires s'achètent ici à l'école pour éviter les sorties, les vagabondages dans les quartiers. Début septembre, le gouvernement a appelé à une mobilisation nationale pour stopper la propagation de l'épidémie. Le premier cas de Mpox a été officiellement déclaré le 25 juillet au Burundi. À ce jour, plus de 550 personnes ont été contrôlées positives selon le ministère de la Santé. Aucun décès n'a été enregistré. Une végétation aride, une terre craquelée, à perte de vue, les conséquences d'une crise de l'eau sans précédent. Depuis 5 ans, la Tunisie fait face à des sécheresses récurrentes et la population en paye le prix. Les coupures d'eau arrivent régulièrement et surtout les jours de fête. Ça peut durer jusqu'à 2 à 3 jours. C'est dur de vivre au quotidien sans accès à l'eau. C'est vrai que nous rencontrons actuellement une pénurie. J'ai une activité professionnelle de fabrication de produits détergents. C'est impossible pour moi de travailler sans eau. Pour gérer une demande croissante et des ressources en baisse, le gouvernement a mis en place des restrictions sur l'utilisation de l'eau potable. Dans plusieurs villes, les coupures d'eau organisent le rationnement. Je travaille dans une clinique de dialyse et ce traitement nécessite une grande quantité d'eau traitée et préparée. Nous disposons de salles dédiées au traitement de l'eau avant qu'elle ne soit utilisée par les machines de dialyse. Cependant, il arrive parfois que l'eau soit coupée de manière inattendue et nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Jusqu'à récemment, la Tunisie s'appuyait sur ses barrages pour constituer des réserves d'eau potable, mais les taux de remplissage des réservoirs d'eau ont chuté faute de précipitations.
C'est désormais vers le dessalement de l'eau de mer que le pays se tourne, comme ici à Zarat. En juillet 2024, cette station est devenue le premier projet à voir le jour dans le cadre du programme national de dessalement. Cet investissement, avec une capacité actuelle de 50 000 mètres cubes, a permis d'améliorer la distribution en termes de qualité et de quantité, avec le déficit des années précédentes, avec la succession des années de sécheresse. C'est vrai que ce n'est pas une solution radicale, mais ce projet nous a permis de réduire le déficit qui était ressenti par les citoyens. Bien qu'efficace pour produire de l'eau potable, le dessalement présente plusieurs défis environnementaux. Le processus est coûteux en énergie et génère des eaux résiduelles chargées en sel et en produits chimiques. Pour cette spécialiste de l'eau, l'État tunisien doit réorienter sa stratégie. L'État ne prend pas suffisamment en compte les besoins en eau des écosystèmes naturels, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la biodiversité. Il est essentiel de rénover les canalisations vétustes afin de limiter les pertes en eau qui peuvent atteindre jusqu'à 50% dans certains périmètres irrigués. Les autorités tunisiennes envisagent d'augmenter la part de dessalement dans l'approvisionnement en eau douce du pays pour atteindre 30% de ses besoins d'ici 2030. Au Proche-Orient, des beepers ont explosé au Liban et dans certaines parties de la Syrie. Des attentats presque simultanés qui ont tué au moins 8 personnes mardi, selon des responsables gouvernementaux et du Hezbollah. Ces derniers ont pointé du doigt Israël dans ce qui semble être une attaque à distance ultra sophistiquée. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Depuis l'attaque du 7 octobre sur l'État hébreu, invectives et échanges de feu sont quasi quotidiennes entre Israël et le Hezbollah en marge des bombardements ininterrompus d'Israël sur Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a récemment indiqué plus de 41 000 morts à la suite des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne. Et mardi à Beyrouth, le fils d'un membre du bloc du Hezbollah au Parlement libanais figurait parmi les personnes tuées. Les fils de 2 autres hauts fonctionnaires ont été blessés, selon un responsable du Hezbollah. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque.